Et on reste au cœur du monde immobilier, mais on va parler un peu d'histoire avec Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, directeur de la communication du Crédit Foncier, pour nous parler de Jules Siegfried. C'est en quelque sorte le père du logement social en France, c'est ça? Alors Jules Siegfried est le père du logement social. Alors peut-être quelques mots avant d'aborder l'histoire de Jules Siegfried. Sur le logement social. Prenons l'histoire du logement social. Alors l'histoire du logement social, évidemment, est très imbriquée dans l'histoire du logement en particulier, et puis dans celle du logement des cités ouvrières. On l'avait évoqué au mois de mars avec Jean Dollfus. Alors la genèse du logement social, c'est la révolution industrielle. On est sur la seconde moitié du 19e siècle. On a une population urbaine qui croît de façon considérable. On va presque doubler la population urbaine en quelques décennies. Et surtout, cette population, elle est confrontée à des conditions de logement qui sont en nombre insuffisant, qui sont insalubres, d'où un surpeuplement, d'où des maladies, d'où des épidémies, des décès. Et tout ça concourt en fait à un certain nombre d'initiatives qui vont être prises. Alors c'est à l'époque des initiatives privées, donc des ensembles d'habitations à bon marché. À l'époque, on parlait de HBM, qui prennent la forme de fondations, de coopératives. On parle alors de ruches ou de foyers. C'est des noms qui restent encore, ou encore de sociétés. Peut-être deux exemples pour vous donner de fondations. On a une fondation, c'est la fondation d'Amici Lebaudy. Amici Lebaudy, c'est la veuve d'un financier et qui, au moment de recevoir l'héritage, décide de consacrer une partie de cet héritage, qui était important, à la construction de logements salubres pour des ouvriers, des employés, principalement à Paris. Alors, il y a plus encore d'immeubles qui existent, notamment près d'ici dans le 15e arrondissement. Et ça fera un des premiers ensembles d'HBM avant la Première Guerre mondiale, puisque ce groupe va construire près de 1200 logements. À l'époque, c'était considérable. On a également la fondation des frères Rothschild qui a été créée en 1904. Et puis, on a des coopératives, je l'ai évoqué. On a également des sociétés. C'est par exemple en province la société de logement économique à Lyon, créée en 1889. La même année, à Marseille, la société des habitations salubres et à bon marché. Les termes sont importants parce qu'ils montrent la volonté à l'époque donc de ces créateurs des HBM. Peut-être pour terminer cette brève fresque historique, à l'époque, on avait des HBM destinés donc au logement locatif, à bon marché, mais également un certain nombre de programmes d'accession sociale à la propriété, puisque les fondateurs du logement social accordaient aussi une importance à l'accession sociale à la propriété. Donc, voilà pour le panorama, effectivement. Le père Siegfried, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le Jules Siegfried. Jules Siegfried, tout à l'heure, j'évoquais Jean Dollfus. Alors, comme Jean Dollfus, en fait, Jules Siegfried, c'est un Alsacien. Comme Jean Dollfus, il est né à Mulhouse, mais quelques décennies plus tard, en 1837 exactement. Et comme Jean Dollfus, Jules Siegfried sera à la fois un industriel et un homme politique. Alors pour le côté industriel, après un séjour aux États-Unis, il va créer une société de négoce de coton. Il va embrasser également d'autres activités. Ce qu'on va retenir, c'est surtout sa carrière politique. Une carrière politique qui va le mener maire du Havre, député du Havre, sénateur du Havre, ministre également pendant quelques mois, et surtout une action politique extrêmement importante pour le logement social. Alors, le logement social, je vais y revenir, mais il va s'intéresser à toutes les composantes de l'habitat. Tout à l'heure, je parlais de salubrité. Jules Siegfried, c'est un des premiers maires à l'époque, donc on est au Havre, qui va créer un bureau d'hygiène. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bureau d'hygiène à l'époque? Donc on est fin 19e siècle. Ce sont des bureaux, en fait, qui recensent les habitations, qui tiennent des statistiques en fonction des maladies, des décès, et qui essaie d'avoir une action vis-à-vis des propriétaires pour rénover, lorsqu'il le faut, les logements. Jules Siegfried également, avec d'autres personnalités, va créer le musée social. Alors on est à la fin du 19e siècle. Alors le musée social, c'est une sorte de think tank avant l'heure qui va, au travers de ses réflexions, de ses études, inspirer un grand nombre de lois sociales également à vocation d'urbanisme. Jules Siegfried encore, en 1907, va déposer un projet de loi sur l'aménagement de la ceinture périphérique. Alors ce projet de loi ne verra pas le jour. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, Jules Siegfried va avoir une action extrêmement importante et il décédera en 1922 à l'âge de 85 ans. Bon, c'est une de ces lois qui va poser les fondations du logement social, c'est ça? C'est effectivement une de ces lois qui va poser les fondations du logement social. En réalité, on a 4 lois qui vont structurer le secteur social. 4 lois qui vont être prises en moins de 20 ans. On a d'abord donc le 30 novembre 1894, c'est une date importante, donc c'est la loi Siegfried. Cette loi, elle va
ouvrir à ces organismes HBM, habitation en bon marché, la possibilité de se financer avec des taux intéressants, avec la garantie de l'État, notamment auprès de la Caisse des dépôts, et ça va concourir donc au développement des HBM. Ensuite, on a 3 autres lois qui vont suivre. La première est en étant synthétique, 1906, c'est la loi Strauss. Alors la loi Strauss, elle va s'intéresser notamment à l'échelon local. Il va permettre le financement des communes. On a ensuite la loi Ribot en 1908. Alors cette loi, là aussi, va prendre différentes dispositions et elle va créer des sociétés de crédit immobilier. Donc là, on est sur l'accession sociale à la propriété. À l'époque, d'ailleurs, on prête aux ménages modestes à 2%, mais à cette époque, l'État lui-même empruntait à 3,5%, donc on est une sorte de précurseur du PTZ, mais là c'était le prêt à taux 2%. Et puis une dernière loi qui est importante, on est en 1912, et c'est la loi Bonnevet. Et cette loi est importante parce qu'elle va rendre obligatoire pour les pouvoirs publics les habitations à bon marché. La loi Siegfried avait posé les fondements, mais ça reposait un petit peu sur le volontariat. Et là, on va vraiment rendre obligatoire, et de là vont naître un certain nombre d'offices. Peut-être pour terminer, le premier office qui va voir le jour, c'est en 1913, et c'est l'office de La Rochelle. Et il existe encore. Et alors, probablement existe-t-il encore, mais là-dessus, bon, on va avoir très rapidement des offices. Je crois qu'en 1925, on est déjà à près de 300 offices. 4 piliers en 30 ans, et depuis, on est toujours appuyé là-dessus ou... Alors depuis, il y a eu un certain nombre de lois, donc... on y sera encore ce soir si je reprenais depuis la Première Guerre mondiale, mais je vais vous reprendre quelques jalons qui sont intéressants. On a d'abord en 1928 la loi Loucheur, on est en juillet 1928. Ce qu'il faut retenir de l'entre-deux-guerres, notamment dû au blocage des loyers de 1918, pour faire un lien avec la chronique précédente, on est en pleine crise du logement, et donc le gouvernement, à travers la loi Loucheur, décide de booster le secteur du logement et va décider d'un vaste programme de financement de 260 000 logements. À l'époque, c'était important. Donc des logements qui étaient destinés à l'accession sociale, mais également à la location. Et s'il fallait retenir notamment... Alors c'est une loi qui va évidemment se heurter après rapidement à la crise de 1929, mais on a un héritage, par exemple à Paris. On a près de 20 000 HBM qui vont être construits sur la ceinture, à l'époque qu'on appelait la ceinture de Thiers, donc boulevard des Maréchaux. Et aujourd'hui, les HLM de briques orange à 6 étages, etc., datent de la loi Loucheur. Je saute de quelques décennies après et je vais en 1950. Alors 1950, c'est la loi Claudius-Petit, c'est une loi qui est très importante également pour le logement en général. Et s'agissant donc du logement social, c'est la loi qui va décider du changement de dénomination. Donc je dis qu'on était en habitation à bon marché et donc on passe de HBM à HLM, habitation à loyer modéré. C'est une loi également qui va introduire des critères de revenus pour avoir accès aux HLM désormais. Et puis peut-être que je citerai 2 autres dispositions. Alors une qui parfois a prêté à discussion, on est en 1958, c'est le ministre du général de Gaulle qui est revenu au pouvoir, donc c'est Pierre Sudreau, qui décide de la création des ZUP. Alors les ZUP, c'était les zones à urbaniser en priorité. C'est ce qui a donné lieu à la construction de ces grands ensembles, de ce que certains ont qualifié de grandes barres. Ouais. Il n'empêche, on a créé à cette époque plus de 2 millions de logements, dont un grand nombre d'HLM, et ça a permis pour un grand nombre de ménages de sortir de taudis, de sortir de bidonvilles, de sortir de logements insalubres pour être logés décemment. Bon. Et puis je vais terminer cette fresque par le plan Barre. On est en 1977 et là on change un petit peu d'esprit d'aide au logement puisqu'on passe des aides à la pierre aux aides à la personne, et notamment c'est la création des fameuses APL. Bon. Et alors aujourd'hui Alors aujourd'hui, cette histoire conduit à un secteur du logement social qui est assez important en France, en tout cas en comparaison par rapport à nos voisins européens. Quand on prend les grandes moyennes, on a un parc de logement social aux environs de 17% des résidences principales, une moyenne qui est à peu près comparable également à celle du Royaume-Uni. C'est un peu moins de 5 millions de résidences principales. On dénombre à peu près 10 millions de Français qui sont logés dans les HLM. En termes d'habitation, on a 84% de logements en appartement, mais aussi en maison individuelle, à 16%. Et peut-être pour terminer, c'est un logement qui reste assez concentré. Si vous prenez par exemple les aires urbaines de plus de 500 000 habitants, dont Paris, eh bien ces aires urbaines à l'échelle de la France et pour l'ensemble des logements, elles représentent 4 Français sur 10, là où est-ce qu'elles représentent un HLM sur 2. Merci beaucoup d'avoir partagé
ces questions de logement social à l'appui donc du portrait de Jules Siegfried. Nicolas Pécourt pour le Crédit Foncier.